Bienvenue, bienvenue à notre cinquième session du Forum des femmes. Là, vous avez vu en fait une introduction à la Fédération des femmes de toutes les activités qui se passent dans le monde. Donc, c'était un aperçu. Merci Victor pour l'avoir mis, en fait, hein, c'était très intéressant. Donc, voilà, c'est la cinquième rencontre du Forum des femmes organisée par la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Donc, c'est dans le cadre des jeudis de barreau online. Alors, depuis le mois de mars, la Fédération des femmes a déjà organisé 4 sessions par Zoom. Les 3 premières portaient sur la femme en relation avec elle-même. Et donc, voici les thèmes. C'était la vraie valeur du féminin, les secrets du cerveau féminin et l'amour au féminin. Et donc, le mois dernier, en septembre, nous avons commencé un deuxième parcours de la femme dans ses relations conjugales et parentales avec la session « La danse du couple, un parcours initiatique vers une féminité épanouie ». Et d'ailleurs, il y a cette session-là, il n'y avait pas seulement des femmes, hein, il y avait des hommes qui étaient très intéressés, qui ont posé beaucoup de questions, d'ailleurs, Marie-Christine. Il y avait beaucoup d'échanges, c'était très intéressant. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre ce parcours avec une 5e section sur le thème du bonheur au féminin. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à toutes ces conférences, vous avez la possibilité de les revoir. Nous les avons enregistrées, elles sont sur notre site, le site de la Fédération des femmes, qui est le www.p-france.org. Et nous avons aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez aussi les voir sur cette chaîne. Alors, bien sûr, nous avons toutes ces conférences grâce à Marie-Christine Audan, qui est conseillère conjugale et familiale, qui est aussi secrétaire de la Fédération des femmes depuis quelques années déjà, depuis 3 ans, plus de 3 ans déjà maintenant. Mais c'est surtout en tant que conseillère conjugale et familiale qu'elle intervient dans toutes ces conférences. Et donc, je voudrais bien sûr l'introduire, enfin vous la connaissez déjà depuis quelque temps. Alors, si vous avez des questions à poser, donc vous pouvez les écrire et les poser à la fin de sa présentation, ou bien même des commentaires, hein, parce que le but, c'est aussi d'avoir des échanges à la fin de la présentation de Marie-Christine. Je suis sûre que vous auriez des questions. Ou bien, vous pouvez aussi les écrire dans le chat, dans la discussion. J'ai le chat en anglais, mais dans la discussion, vous pouvez aussi écrire vos questions. Voilà. Donc, je vais passer la main à Marie-Christine, hein, sans tarder, avec beaucoup de joie, parce que vraiment, je sais qu'elle se prépare beaucoup pour chaque présentation. Et elle-même a beaucoup d'expérience aussi en tant que thérapeute. Voilà, Marie-Christine, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bon, alors chers amis, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. Et ça tombe bien puisque je vais justement vous parler du bonheur au féminin. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en posant la question, qu'est-ce que le bonheur? Alors, comme à mon habitude, j'ai demandé à Monsieur Google. Et voilà la définition qui m'a le plus parlé. Le bonheur, c'est un état constant de plénitude, de contentement et d'enchantement. Ça fait rêver, n'est-ce pas? En fait, la notion du bonheur n'est apparue, en Europe en tout cas, qu'au XVIIIe siècle. Avant, toute la société mettait l'accent sur le groupe et le devoir. Et puis, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'individu a pointé le nez, et dans l'individu, les femmes. Du coup, les femmes écrivains se sont emparées de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que ça intéresse l'intime. Et à cette époque, les seules productions féminines que les femmes s'autorisaient,
traiter justement de l'intimité. Et c'est comme ça qu'à cette époque, il y a eu des quantités de parutions, des réflexions, des romans, des écrits en tout genre, par des femmes, sur le bonheur au féminin. Et en ce temps-là, c'était carrément révolutionnaire. Alors, je me suis penchée sur leurs réflexions et je dois dire qu'elles sont très actuelles. Ça m'a étonnée. Ces femmes ont mis en avant le fait que le bonheur existe non pas en fonction des circonstances extérieures, mais en fonction d'un état intérieur qu'elles appelaient la santé de l'âme ou encore la paix de l'âme. Par exemple, il y a Louise d'Épinay qui écrivait en 1773 « Le bonheur consiste en ce qu'on éprouve quand on est content de soi ». Il y a une autre femme, Madeleine de Puisieux, qui parlait de réconciliation avec soi-même. Et la marquise de Lambert affirmait que le bonheur vient d'un sentiment d'accomplissement. Et beaucoup d'autres femmes qui ont défini le bonheur en termes d'épanouissement personnel. Comme la cerise sur le gâteau, une fois qu'on a fait tout un parcours intérieur. Et ces femmes-là, elles ont fait prendre conscience à toute une société à l'époque que le bonheur au féminin pouvait devenir une réalité, même si elles étaient maintenues dans une situation d'infériorité, même si elles étaient dépossédées de toute forme d'autorité. Et puis, il y a eu les romancières qui faisaient vivre à leur héroïne ce dont elles rêvaient pour elles-mêmes. Et ces personnages féminins imaginaires sont devenus des modèles, des phares, qui semblaient dire « le bonheur féminin, c'est possible, même si les femmes ne maîtrisent pas leur destinée ». Alors, mesdames, je vous dis ça parce que c'est important de savoir d'où nous venons. Comment, en France, en Europe, ce bonheur au féminin a été pensé par des femmes avant même d'être revendiqué. Alors, aujourd'hui, presque 3 siècles plus tard, où en sommes-nous? Aujourd'hui, en tout cas, nous avons conquis une liberté quasi totale. Ça, c'est sûr. Mais sommes-nous plus heureuses? Si on fait le bilan, eh bien, ça ne saute pas aux yeux. Alors, dans les pays occidentaux, aujourd'hui, 68% des femmes travaillent, bon gré, mal gré. Et en France, plus d'une femme sur deux, en fait, 1,7 femmes sur 2 subvient aux besoins d'une famille monoparentale. Et on attend des femmes qu'elles endossent tous les rôles. Père, mère, chef de famille. Du coup, elles ont aujourd'hui des ulcères, des crises cardiaques, en fait des maladies liées au stress qui étaient autrefois réservées aux hommes. Alors, de plus, d'après les statistiques, en France, 60% des femmes vivent seules. C'est énorme. Ce qui fait que les femmes d'aujourd'hui sont trop souvent surmenées et de plus en plus esseulées. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut revenir en arrière, pas du tout. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce un bilan positif en termes de bonheur pour les femmes? Et franchement, je ne crois pas. C'est à mes yeux une situation anormale et complètement en contradiction avec les besoins psychiques et physiques des femmes et de tout être humain en général. D'ailleurs,
de leur côté, les hommes ne vont pas mieux. Près de 4 fois plus d'hommes que de femmes se suicident chaque année. C'est pas rien. Bref, on peut dire que nous sommes tous désorientés. C'est comme si on avait acquis une liberté, mais on ne savait pas encore vraiment comment la gérer. On est en quelque sorte au milieu du gué. On est libre, mais on ne sait pas encore vraiment comment atteindre ce contentement, cette plénitude, cet enchantement d'un bonheur au féminin. Alors du coup, mesdames, je vous propose d'essayer ensemble d'y voir plus clair sur le chemin à prendre, même si en 20 minutes, on peut à peine effleurer le sujet. Alors d'abord, je dirais qu'on confond souvent le bonheur, la joie et le plaisir. En fait, le bonheur, c'est un état, alors que la joie, c'est une émotion. Elle arrive, elle nous envahit, elle repart. Et le plaisir aussi, il est de courte durée. Il y a le plaisir de bien manger, le plaisir d'avoir une maison, d'être riche, en bonne santé, d'avoir un travail, d'écouter une symphonie de Beethoven. Tous ces plaisirs sont très agréables, mais ils ne sont pas le bonheur. Le bonheur, c'est sur un autre registre. C'est un état de contentement intérieur qui se cultive et qui, lui, va rester dans la durée, un peu comme en toile de fond. Quelles que soient les épreuves traversées, quelles que soient les émotions qui vont m'envahir. C'est Bouddha qui disait « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. » Oui, le bonheur se cultive. Ça veut dire que je ne peux pas y avoir accès sans avoir atteint un certain niveau de conscience et de cœur. Il est le fruit d'un travail sur moi pour en intégrer les ingrédients. Alors ces ingrédients, quels sont-ils? Le principal, je pense que vous vous en doutez, c'est l'amour. Je ne parle pas de l'état amoureux, pas du tout. En tout cas, pas seulement. Je parle de l'amour vrai. Un amour qui se soucie de l'autre, qui lui consacre du temps et de l'énergie, grâce auquel je me dépasse pour son bien-être et pour son évolution. Et c'est là qu'est le paradoxe. Si je cherche le bonheur pour moi-même, je ne le trouverai jamais. Si je cherche le bonheur pour l'autre, alors j'y aurai accès. Vous savez, il y a un exercice qui a été inventé pour calculer le QI des poules. Alors, vous mettez une poule dans un enclos grillagé et puis vous mettez quelques graines de l'autre côté du grillage dans un coin. Mais l'ouverture du grillage est à l'autre extrémité, exactement à l'opposé des graines. Du coup, pour atteindre les graines, elle devra dans un premier temps leur tourner le dos et s'en éloigner. Ce qu'elles font très bien, d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on imagine, les poules sont très futées. C'est l'amour que je donne qui va me donner accès au bonheur. Alors, que je donne à qui? Eh bien, d'abord à moi-même.
Une clé du bonheur, c'est donc l'acceptation totale de moi-même, le respect de moi-même, l'amour de moi-même. Est-ce que c'est égoïste? C'est vrai, dans le contexte d'un monde en malheur, est-ce que j'ai le droit à mon bonheur personnel? Alors ma réponse est oui. Je dirais presque que j'ai pas seulement le droit, j'ai le devoir. Pourquoi? Eh bien, on ne peut pas faire le bonheur des autres si on est soi-même éloigné de son propre bonheur. C'est-à-dire si on n'est pas bien dans sa peau. On ne peut pas vraiment aider quelqu'un qui souffre si on n'est pas heureux soi-même. Alors la question, c'est comment m'aimer moi-même? En fait, il s'agit de prendre soin de moi, considérer mes besoins avec respect, mes limites aussi, avec amour, mais aussi devenir chaque jour plus aligné avec mes propres valeurs et chercher à accomplir ce pourquoi je suis là sur la terre. Moi, je crois personnellement que chacun et chacune d'entre nous a un peu comme une mission sur terre. Et il vient un moment où nous la percevons, cette mission. Alors c'est important de vivre pour elle, que ce soit dans notre métier ou dans une occupation qui nous passionne. Quand je téléphone à une amie thérapeute et que je tombe sur son répondeur, voilà ce que j'entends. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Si elle est parmi ceux qui m'écoutent, elle se reconnaîtra. En fait, plus je serai au bon endroit, au bon moment, en fonction de ce que je sens être ma mission sur cette terre, et plus j'aurai accès au bonheur. C'est à ça que nous sert cette liberté conquise par des générations de femmes, pouvoir trouver et réaliser ce pourquoi nous ressentons être vivantes, ce qui nous appelle au plus profond de nous. Et puis, en parallèle, avec l'amour de soi, vient l'amour de l'autre. Le fait que l'autre m'aime, ça n'est pas en mon pouvoir. Mais le fait d'être une personne aimante, ça, c'est en mon pouvoir. Pas tout de suite, pas en claquant des doigts, mais en apprenant jour après jour. Et c'est idéalement au sein de ma famille que je vais devenir une virtuose de l'art d'aimer au féminin. Grâce à mes parents, mes relations avec mes parents, mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants, etc., etc. Et cette capacité d'aimer qui grandit en moi va pouvoir petit à petit s'étendre à mon entourage, à ma ville, à mon pays. En fait, plus j'aime vaste et plus mon bonheur va être grand. Alors, pour celles qui n'ont, et ceux d'ailleurs, qui n'ont pas construit de famille pour une raison ou pour une autre, la voie de l'amour est à explorer autrement. C'est possible, bien sûr, mais c'est plus complexe, plus compliqué, plus long aussi. Et puis, je voudrais enfin mentionner cet amour dont nous parlons si peu, souvent par pudeur, parce que c'est très intime, mais aussi par une sorte d'interdit social dans notre pays qui prône la laïcité. Je veux parler de l'amour pour Dieu, en tout cas quand nous sommes croyants. En fait, une relation d'amour avec cet être invisible, immanent,
transcendant et tout aimant va nourrir et illuminer le cœur de ceux qui croient. On touche là au domaine de la spiritualité. Et c'est nécessaire d'explorer cette dimension-là aussi pour avoir accès au bonheur. Et ça sera pour chacun en son temps. En fait, le bonheur, c'est un chemin qui nous donne chaque jour un peu plus d'émerveillement, un peu plus d'amour de la vie, dans tout ce qu'elle représente, y compris mes propres faiblesses, y compris celles des autres, y compris la souffrance. On peut être à la fois heureux et malade, et même à l'article de la mort. On peut être à la fois pauvre et heureux, laid et heureux. Mais comme disait Bouddha, ce bonheur n'est pas à cueillir, il n'est pas à portée de la main. Il va falloir du courage et du travail pour y accéder peu à peu. Et la vie, c'est notre école pour y parvenir. Mesdames, il nous reste à faire ce chemin-là, c'est-à-dire à cultiver en nous certaines capacités. Alors, je ne les ai pas toutes mentionnées, en fait, j'ai parlé seulement de l'amour, par manque de temps. Mais ces capacités que j'ai développées dans mon cycle de conférences dont parlait Brigitte tout à l'heure, dans le parcours au féminin. En tout cas, ces capacités qu'il nous faut développer, je veux parler de l'acceptation et la gratitude qui va avec, l'attention au présent et l'émerveillement qui va avec, et l'amour vrai et le dépassement de soi qui va avec. Est-ce que c'est une voie facile? Non. Est-ce que cette voie est remplie de doutes et de frustrations? Oui. Mais la suivre me procure ce sentiment de valeur, de cohérence, d'épanouissement, ce contentement qui sont des ingrédients du bonheur. Alors, pour terminer, je voudrais revenir au bonheur féminin. Il est évident que, par sa biologie, la femme traverse des crises qui rythment toute sa vie et que l'homme ne connaît pas. Il y a la puberté, avec l'arrivée des règles. Et chaque mois, le flux d'hormones qui les accompagne va intervenir sur son humeur, la perturber, la déséquilibrer. C'est comme ça. Il y a la maternité, avec les bouleversements de la grossesse, les souffrances de l'accouchement, l'allaitement aussi. Cette pulsion de vie en elle que l'homme ne connaît pas. Il y a la ménopause, qui signe la fin de sa fécondité. Et c'est souvent une véritable épreuve, autant sur le plan biologique que psychologique. Du coup, oui, le bonheur au féminin, c'est une conquête très particulière, qui est propre aux femmes. Justement parce que notre épanouissement est affecté par ces aspects particuliers, biologiques, émotionnels, qui ne cessent de nous déstabiliser toute notre vie. On peut dire que le temps se rappelle et s'impose sans cesse à nous, les femmes. Dès le début de notre vie, nous sommes soumises à ces contraintes biologiques et il faudra nous en affranchir pour gagner notre épanouissement personnel. Alors, entre puberté, maternité, ménopause, la femme doit apprendre à équilibrer sa vie familiale, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est un véritable défi.
Et chacune de vous le relève depuis sa naissance, avec simplicité, avec courage, pour bâtir son bonheur et participer à celui des autres. Bravo, mesdames, et merci. Merci beaucoup, Marie-Christine, vraiment pour tout ce que tu nous as dit sur le bonheur au féminin. Bon, il y a sûrement beaucoup plus de choses à dire, mais le temps est court pour vraiment développer tout. Mais là, maintenant, c'est le moment où peut-être des commentaires ou bien de certaines questions que vous pouvez avoir et que vous pouvez poser. N'hésitez pas à lever la main. Vous avez une possibilité de lever la main dans le symbole réaction, ou bien comme ça vous pourrez parler directement à Marie-Christine et la poser directement, ou bien commenter. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire? Alors je vois qu'il y a des personnes qui arrivent juste à ce moment-là, jusqu'après que tu aies fini, Marie-Christine. Alors je vais regarder un peu s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. En tout cas, moi, j'en aurais une éventuellement. Dans ta présentation, tu as parlé de la puberté comme un problème purement féminin. En quoi une femme est perturbée par ses hormones? Alors, c'est une question intéressante. Je ne vais pas vous décrire tout le cycle féminin. Juste en 2 mots, pour comprendre. Même si vous, les femmes, vous savez de quoi je parle. En fait, entre 21 jours et 28 jours après les règles, les hormones femelles chutent de façon spectaculaire, notamment les œstrogènes, qui créent une sensation de bien-être. Et ça provoque un ensemble de symptômes qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, chez beaucoup de femmes, ça va entraîner un sentiment d'échec, une morosité, un état dépressif, et voire dans certains cas des tendances suicidaires. Ce déséquilibre hormonal peut être tel qu'il va provoquer jusqu'à un changement de personnalité. Et ça touche quand même une femme sur 25. C'est comme ça que des études ont permis de découvrir que la plupart des agressions commises par des femmes se sont produites pendant cette période. Il y a d'ailleurs une petite blague qui illustre bien cet état féminin. Je vous l'ai dit, elle est un peu méchante, mais elle est très parlante. C'est la question, quelle est la différence entre une femme souffrant du syndrome prémenstruel et un terroriste? C'est qu'on peut négocier avec un terroriste. Voilà. Drôle de blague. C'est pour dire que vraiment, c'est très perturbant, en fait. Ça peut l'être, mais tout à fait. Très bien, merci Marie-Christine. Ouais, ça répond à la question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur lesquels vous voudriez, ou d'autres questions qui vous viennent? Alors, je regarde, hein, je fais un aperçu de tout le monde parce que je ne vois pas tout le monde en une seule. Voilà. Aussi, je ne vois pas que toutes les caméras sont ouvertes. Donc, voilà. Mais sinon, il y a une autre question quand même que j'aimerais te poser. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de femmes qui traversent des moments difficiles aussi. Et dans ces cas-là, quand on a une vie difficile, comment il est possible d'être heureux quand il y a des tas de difficultés ou des tas de problèmes? Alors là, comment tu vas? Quels sont tes conseils? Oh là là, j'ai pas de conseils. Non. Mais c'est vrai que c'est une question cruciale parce qu'elle touche à la majorité d'entre nous, en fait. On a tous des problèmes.
tous. Même, je voudrais réhabiliter le mot problème. Parce que les problèmes, c'est tellement important qu'on en donne à nos enfants à l'école. Que c'est en cherchant les solutions qu'on avance. En fait, je crois que pour être heureuse, c'est essentiel pour nous de savoir que la vie est toujours difficile et douloureuse. Ça peut paraître banal de dire ça, que la vie est difficile, mais c'est une des plus grandes vérités qui soit. C'est la première des 4 vérités enseignées par Bouddha. La vie est souffrance. Alors déjà, de savoir que je ne suis pas une exception avec ma vie pleine de problèmes, c'est important. Savoir que je ne subis pas une injustice, que c'est le cas pour tous et toutes. Personnellement, je crois que la vie, c'est une école et donc c'est un ensemble de problèmes. Et faire face aux problèmes, c'est un processus parfois très douloureux qui rend la vie très difficile. C'est vrai, ça fait naître en nous toutes sortes de sensations, d'émotions parfaitement désagréables. La frustration, la peine, la douleur, la culpabilité, la colère, la peur, l'angoisse, enfin, il y en a des tas. Elles sont même parfois plus pénibles que des souffrances physiques. Et pourtant, c'est dans ce processus de confrontation aux problèmes, jusqu'à ce qu'on arrive à les résoudre, que la vie trouve sa signification. En fait, les problèmes, ils font appel à mon courage, à ma sagesse. On peut même dire qu'ils les créent. Et c'est grâce à eux que j'apprends et que j'évolue. Alors c'est facile à dire, je sais. Mais quand je suis plongée moi-même dans une difficulté douloureuse, j'ai besoin de ce genre de mise au point intérieure. Ça m'aide. Ça m'aide à ne pas me laisser submerger justement par mes problèmes, à ne pas les fuir non plus, mais au contraire à les accepter de bon cœur avec la souffrance qu'ils impliquent parce que je comprends le sens qu'ils ont pour mon évolution intérieure. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, tu vas parler de bonheur, ça va avec évolution aussi, tu vois, ou on va dire le terme de grandir, enfin, ou maturité. Oui. Est-ce que tu peux parler de d'équivalence entre plus on mûrit, enfin, plus on grandit, plus on peut trouver le bonheur? Un peu dans ce sens-là. Oui. Si le bonheur se conjugue avec l'amour, j'ai besoin d'apprendre à aimer. Par exemple, j'ai besoin de temps pour développer tous les ingrédients qui vont me permettre d'avoir accès au bonheur. Et c'est ça l'évolution. Alors, ce bonheur-là n'est pas spécifique aux femmes, mais aussi, bien sûr, la même chose pour les hommes. Oui. Absolument. Alors, je voudrais inviter… Oui, vas-y. Non, je dirais que les femmes ont ce poids supplémentaire à porter qui est lié à leur biologie féminine. C'est vrai. Tout à fait, oui. C'est vrai. Est-ce que d'autres personnes voudraient apporter des commentaires à ce qu'elle dit? Nous avons une personne du Burkina Faso, je vois, jusqu'en Afrique, et aussi de la Belgique. Ah, voilà. C'est bien de savoir que nous sommes écoutés ailleurs aussi. Bonjour. Voilà, donc moi je trouve ce sujet très, très intéressant. Est-ce que, voilà, est-ce que le bonheur est différent? Ça, ce serait une question aussi par rapport aux cultures. Je veux dire, des pays d'où on vient.
à ton avis? Parce que là, je vois l'Afrique, je vois aussi bien sûr le Japon et dans d'autres cultures. Est-ce que le bonheur féminin est le même pour les femmes dans toutes les cultures? Alors, il faudrait demander à Ouais, des femmes d'autres cultures de nous je vais en demander à parler. Isako. Isako, est-ce que tu peux répondre à cette question? Tu sais, Attends. ma question en tant que japonaise, est-ce que le bonheur au féminin est le même pour les femmes de tous les continents, de tous les pays? Toi, en tant que représentante japonaise, par rapport à ce que Marie-Christine a dit? Moi, finalement, je ne peux pas dire que les femmes générales, mais en tout cas, peut-être aussi la génération différente. Parce que notre maman ou avant, ils ont ce bonheur, jamais pensé au même. Donc, tout à l'heure, Marie-Christine a dit que c'est au même. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, je ne sais pas, mais avant, c'était toujours le bonheur de maman, le bonheur de femme, c'est bonheur pour les enfants. Si les enfants heureux, maman était contente. Pour cela, beaucoup de l'histoire, peut-être que c'est pas seulement japonais comme asiatique, même si tout le monde a faim, même si je ne peux pas manger, mais donner aux enfants d'abord. Même si beaucoup de la maman, c'était comme ça, donc peut-être, je ne sais pas, mentalité ou la éducation différente, mais pour cela, j'étais un peu, d'abord penser bonheur soi-même de femme, mais ça, je ne sais pas, parce que moi, je pense que peut-être le asiatique, on ne pensait que plutôt à l'irration avec son mari ou avec le voisin, avec mes enfants, ça, c'était qui vient de bonheur. Pour cela, c'est pas, moi, je pense que dans la classe, même si ce n'est pas seulement ces femmes, mais personne qui parle une femme, ça, c'était vraiment malheureux. Pour ça, à la fin, ils sont suicidés. Souvent, ça, c'est pas seulement femmes, les hommes aussi. Pour cela, nous, on pense que le bonheur de femmes, un peu comme l'irrationnement, comment dire. Donc, ça, ce que je pense, ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils pensent, ça, je ne sais pas, mais nous, on a d'abord marié, c'est pas pour moi, marié pour la famille, marié au nom de famille et pour vivre pour les enfants. Ça, c'était un peu traditionnel comme ça, un peu différent que je pense occidental. Pour cela, on ne pense pas d'abord moi ou Dieu. Donc, est-ce que ça va, cette réponse? Oui, ben merci Isako. Ouais. Merci beaucoup. J'avoue que quand tu as parlé que c'est le bonheur commence avec soi-même, comme on peut dire aussi la paix commence avec soi-même. Il est vrai, ça, je pense que les jeunes générations sont plus conscientes de trouver le bonheur déjà en soi-même parce qu'ils parlent d'authenticité et ils veulent parler d'authenticité et d'intégrité. C'est-à-dire que si on parle de bonheur, ils veulent déjà pouvoir le vivre eux-mêmes pour pouvoir le partager aux autres. Je pense que c'est de plus en plus aujourd'hui, avec tout ce qui est développement personnel ou bien tout ce qui est bien-être, chacun cherche vraiment un bonheur profond, non pas peut-être pour eux-mêmes, mais pour pouvoir aussi créer un environnement dans lequel les autres sont bien. Je pense que très longtemps, l'ancienne génération, c'était très difficile de penser au bonheur pour soi-même parce que c'était toujours sacrifier pour les autres. Ça dépend aussi, bien sûr, de l'éducation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus une prise de conscience
de bien-être, de développement personnel, d'épanouissement personnel. Bien sûr, ça peut aussi être dangereux de penser qu'à soi-même, c'est-à-dire d'être trop indépendante ou trop centrée sur soi-même. Mais si on le fait pour créer un environnement meilleur, c'est très bien. Si on grandit pour que justement on puisse, pour que nos enfants soient plus heureux, je pense que c'est ça aussi l'effet, tant mieux. Tu vois. Pour que notre mari soit plus heureux, tant mieux, ou bien notre communauté, nos voisins soient plus épanouis parce que nous-mêmes nous sommes plus épanouis, ça c'est formidable en fait. Ça c'est un point important aussi auquel je réfléchis beaucoup parce que voilà, ouais. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à mentionner sur ce point aussi du bonheur. Et en Afrique, tiens, je vois l'Afrique représentée. Comment c'est le bonheur en Afrique? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu te présentes? C'est Agita. Oui, oui, Agita, oui. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est très intéressant. C'est que pour l'Afrique, bon, nous sommes en train de parler du bonheur, mais je crois que selon la définition de Marie-Christine, c'est le bonheur originel, je crois. Parce que si l'être humain peut penser au bonheur d'autrui avec joie, avec un cœur altruiste, on sent le bonheur en soi-même aussi. Je pense que c'est ce que Marie-Christine veut nous donner comme comment nous pouvons atteindre le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Je pense qu'en Afrique, notre culture aussi est aussi basée sur le don de soi. C'est ça qui fait que nous pouvons nous sentir heureux. Et donc, nous sommes en train de chercher à nous cultiver, à nous développer, à nous éduquer, en sorte que nous puissions découvrir le vrai bonheur, c'est-à-dire vivre comme la définition du bonheur veut dire. Donc, je pense que en tout cas, c'est la même chose. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir écouté ce message. Et c'est vrai, les différentes étapes de la vie de la femme aussi, ça lui fait aussi sentir plus de bonheur que l'homme. Parce que quand on a un bébé, on sent plus de joie. Quand on marie ses enfants, on prend plus de joie. Il y a une certaine joie que la femme ressent que l'homme ne peut pas sentir, par exemple. Donc, vraiment, c'est très enrichissant et je crois que nous allons continuer à écouter pour pouvoir encore nous cultiver, pour développer ce vrai bonheur dans notre vie. Vraiment, merci beaucoup. Merci Akita, c'est très gentil. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai ce qu'elle vient juste de mentionner, que plus le fait justement que la femme, comment dire, je ne dis pas se sacrifie, mais la femme subit ou à travers la naissance ou la souffrance, à travers la naissance d'un enfant ou bien la maternité, tout ça, fait que le bonheur est grand, est plus grand. Je veux dire, je me rappellerai toujours de ma première fille, enfin de mon premier enfant, combien c'était dur d'accoucher, mais quand elle est née, tout est oublié par la suite. Enfin, pas tout est oublié, mais disons la souffrance était moindre par rapport au bonheur que j'avais d'avoir ma fille, voilà, qui était née, par exemple. Donc c'est vrai que voilà, c'est très important. Est-ce que, alors je regarde à nouveau, est-ce qu'il y a des mains levées ou quelques commentaires? Là, je ne vois personne. Marie-Christine, est-ce que tu aurais des petites choses à rajouter par rapport à... pour conclure? Des choses que tu aurais voulu mentionner, mais que tu n'as pas dit. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que souvent le bonheur
est d'autant plus grand qu'on a souffert pour y accéder. Je me souviens, ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, je faisais du ski de fond. Et un jour, après avoir crapahuté pendant 3 heures dans la neige, dans le froid, je suis arrivée à un lac au milieu de la neige. Et j'ai été impressionnée, bouleversée par ce paysage, par cette beauté. Mais d'autant plus bouleversée que j'avais parcouru tous ces kilomètres en ski de fond pour y parvenir. Et souvent, je me suis dit, si j'étais venue là en téléphérique, je n'aurais pas ressenti la même chose du tout. Donc oui, je crois que le bonheur est souvent en lien avec... Il est au bout de la souffrance, quelque part. Voilà, c'est ce que m'évoquaient les paroles que j'entendais. C'est vrai. Merci Marie-Christine. Et je pense aussi d'ailleurs à un patient que j'avais reçu à une époque qui était alpiniste. Et il me disait, mais je ne me comprends pas moi-même, quand je me retrouve sur la montagne, accroché à la paroi, dans le froid, les mains gelées, en bas il y a le précipice, en haut je vois rien parce qu'il y a de la neige, et je me dis, mais franchement, qu'est-ce que je fais là? Mais le bonheur d'arriver en haut après ce parcours est tel qu'une fois redescendu, je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Wow, c'est incroyable. Oui. C'est une leçon de vie aussi. Mais oui. Voilà. Est-ce qu'on pourrait le comparer, par exemple, pour un enfant, un petit enfant qui tombe et qui se relève, et qui tombe et qui se relève, tu sais, parce qu'il sait que voilà, il peut trouver mieux ou il va y réussir. C'est un petit peu dans ce sens-là que, oui. que voilà, est notre chemin, notre parcours souvent. Tout à fait. Bien, je pense qu'on va arriver un peu à la fin de notre session. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, en tout cas, je suis... voilà, je vois... Non, il n'y a pas ça. Ça serait intéressant qu'on puisse, si vous le voulez, faire une photo. Alors, je demanderais bien à Victor de faire une photo, quoi. Mais il faudrait ouvrir les caméras si possible. Si vous pouvez ouvrir vos caméras, en tout cas le plus possible, pour avoir une photo de souvenir avant qu'on se quitte. Oui, voilà. En tout cas, la prochaine session sera donc au mois de novembre, c'est le 18 novembre. Nous aurons une prochaine, donc une suite à ce parcours au féminin d'ailleurs. Et toujours dans la femme en relation avec son conjoint et sa famille, un peu peut-être. Voilà, avec Marie-Christine et vous. Donc voilà, on est prêt pour la photo. Est-ce que quand même, le Max, c'est mieux d'avoir... Oui, très bien, super. On voit le visage. Bon, on va prendre une photo. Alors, on fait des grands sourires, hein, super. 3, 2, 1. Okay. Super, merci beaucoup. Ouais, merci, merci Victor. En tout cas, je voudrais dire un grand merci à Marie-Christine, qui, je sais, prend beaucoup de temps à se préparer. On va tous l'applaudir. Et moi, j'ai une question. J'aimerais beaucoup, je ne sais pas si c'est possible, mais enfin, je le demande en tout cas. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la vie d'un homme sur le bonheur? Est-ce que parmi les hommes qui sont là, il y en aurait un qui voudrait nous dire quelques mots? Oui, oui, Marie-Christine. Bonjour Jean-Marie. Donc, moi, je te remercie parce qu'à chaque fois, je peux apprendre quelque chose
tu as bien fait des recherches et puis ça répond à beaucoup de questions. Donc, je vois que spécialement la phrase du Bouddha, le plaisir se ramasse, la joie se cueille et puis le bonheur se cultive. Et ça m'a vraiment parlé quand tu as dit cette phrase, parce que d'une certaine façon, on cherche le plaisir et on le trouve à droite, à gauche, si on regarde bien. On le ramasse de différentes façons. Par exemple, il y en a qui recherchent beaucoup de plaisir sur le pouvoir ou sexuel ou l'argent. Et là, on a des opportunités à droite, à gauche de trouver ce plaisir-là. Et les gens parlent souvent de « OK, il faut se faire plaisir ». Et c'est vrai qu'ils se ramassent. Mais d'une certaine façon, c'est véritablement au niveau du corps physique. On peut se faire plaisir tous les jours si on a les moyens. Ou quand on fait des rencontres, certaines personnes, ils se font plaisir d'une façon totalement bizarre. Alors moi, je rajouterais pour être très, très dur que le plaisir se ramasse souvent dans le caniveau. Donc, excusez-moi, mais la joie maintenant, elle se cueille. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour avoir de la joie. Et par exemple, les personnes qui étudient la musique, l'art, la peinture, etc., le chant, ils se donnent beaucoup de joie et ils font des efforts. Donc, ça se cueille. Il faut regarder plus en l'air et donc il faut cueillir la joie. Et donc, ça, c'est même quand on va en haut d'une montagne, on a de la joie. Et je pense que les femmes, lorsqu'elles accouchent, lorsqu'elles ont un enfant, elles ont une très, très grande joie automatiquement. Et donc, la joie, c'est quelque chose qui se cueille et c'est un privilège quand on a fait un effort d'abord. Mais le bonheur, ça se cultive. Et puis, finalement, c'est quoi le bonheur? Ça se cultive. C'est véritablement quand la femme qui a un enfant, elle éduque l'enfant et elle crée une relation avec l'enfant. Il y a un lien. C'est ça le bonheur véritable, le lien que l'on peut avoir l'un avec l'autre. Ça ne se trouve pas du jour au lendemain. Entre l'homme et la femme, il faut de nombreuses années. Il faut un idéal commun que l'on met ensemble pour créer une famille. C'est ça le bonheur, c'est véritablement la relation que l'on a dans notre âme en fonction de nos idéaux que l'on partage en commun. Et cette phrase me parlait beaucoup parce que là, ça définit vraiment le bonheur dans nos relations les uns avec les autres. Et c'est vraiment un état intérieur de l'âme. L'âme qui cherche la sincérité envers les autres, l'honnêteté envers les autres, le dévouement envers les autres. Et sur cette base-là, on crée une vraie relation qui continue. Et c'est un état intérieur que l'on trouve en toutes choses, même avec la nature, etc., le partage que l'on a. C'est un lien intérieur que l'on a et qui nous guide dans la vie. Donc, je n'avais pas osé parler de ça auparavant parce que je suis un homme et je m'excuse. Mais merci beaucoup, Marie-Christine. À chaque fois, tu es très inspirante et je vous soutiens à fond parce que c'est nécessaire quoi, de mettre les femmes à leur place aujourd'hui. Et c'est une époque où la femme, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, par exemple, l'Église a été jugée dernièrement. Mais je pense que maintenant, après que l'Église ait été jugée, maintenant, ça va être la société qui va être un petit peu jugée sur son attitude. Vous allez voir dans les mois qui viennent, je suis persuadé que les choses vont se prendre, on va se rendre compte davantage des problèmes et puis aussi des solutions. Voilà, merci beaucoup Marie-Christine encore une fois de plus. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie. C'est bien d'avoir l'opinion, c'est vrai, d'un homme. La dernière fois, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'hommes qui ont parlé, ou au moins qui ont donné leur opinion. Donc, merci beaucoup Jean-Marie. Et voilà, est-ce que d'autres personnes ont des opinions? Alors, il y avait d'autres hommes, je ne sais pas, peut-être cette fois-ci, il y en avait moins. Ah si, oui. Je vois Mohamed. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais donner mon opinion à travers l'histoire de l'humanité et des civilisations. Oui. Moi, au vu de... Bon, je suis jeune hein, par rapport à toutes les personnes qui sont ici, hommes ou femmes. Ça dépend des... Il y a les religions, mais il y a aussi il y a certains principes au niveau de l'éducation, des traditions surtout. C'est ce qu'on appelle le poids des familles. Il y a des gens qui mélangent tout. Après, le côté aussi religieux, ça c'est vrai. Mais quand on regarde au vu de ce qui se passe, la femme a affronté beaucoup de choses. Hein.
ce dernier siècle, on a pu lui octroyer qu'elle puisse voter. Ça fait pas si longtemps. Hein. Moi, je trouve que les personnes qui prennent des décisions comme ça, c'est malheureux parce que à une certaine époque, il y a 300 ans en arrière, on considérait la femme comme un objet. Je veux dire, bon, après, bon, on va me dire, oui, tu vas parler de l'islam parce que tu t'appelles Mohamed. Je peux en parler, bien sûr, c'est pas un problème. Je porte le prénom du prophète des musulmans. Et lui-même, à son époque, c'était le premier défenseur des droits de la femme, malgré le contexte de l'époque au Moyen-Orient, en Arabie et tout ça. Et je pense que dans la société moderne, la femme a toute sa place. Elle n'est pas inférieure à l'homme, bien au contraire. Il y a des femmes qui sont tellement supérieures et plus intelligentes que les hommes, qui se font voler soit leur diplôme ou soit leurs idées. Et je trouve ça regrettable. Je pense que à la pointe de l'humanité, on devrait voir des femmes dirigées sur certains points, mais l'homme, je pense que comme il a toujours décidé, commandé, le patriarche, etc., à travers les religions, on peut constater que tous les prophètes sont des hommes. Il y a des prophétesses, ça existe, bien sûr. Mais ça viendra un jour, tout doucement. C'est pour ça que des personnes, grâce à Madame Brigitte ou Marie-Christine, qui font un travail formidable. Moi, je ne vous connais pas personnellement, mais je suis vos travaux. Depuis Marseille, etc., ce que vous faites, c'est incroyable. Moi, je trouve ça beau et je vous remercie d'être là hein, pour ce que vous faites, etc., parce que c'est incroyable. Il faut des gens comme ça pour transmettre. Et il faut écouter aussi. Je pense que c'est important. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on peut faire changer l'humanité. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Mohamed. Merci hein, pour être intervenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un équilibre entre justement entre le féminin et le masculin, et donc le rôle des femmes, le rôle des hommes. Et c'est avec cette complémentarité qu'on peut avancer. S'il y a un respect pour l'un et l'autre, une dignité que l'on respecte aussi pour l'un et l'autre. Enfin, je pense que voilà, on avance, on a une prise de conscience aujourd'hui de plus en plus forte. Et donc, je pense que dans ce sens, on avance. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des postes ou des rôles de décideurs ou qui ont des responsabilités aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'elles arrivent aussi à trouver une complémentarité avec l'homme, ou l'homme arrive à trouver une complémentarité avec la femme. Elles arrivent à travailler ensemble comme partenaires, en fait, et voilà, et avec respect et avec écoute. Ouais. C'est important. En tout cas, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, peut-être qu'on peut conclure. Marie-Christine, tu voulais conclure avec quelque chose ou bien avec une parole? Non, je n'ai rien à ajouter. D'accord, parce que tu as déjà parlé beaucoup, hein, je sais. Mais juste pour conclure. En tout cas, vraiment, je remercie tout le monde d'être là, d'être venu, d'avoir écouté. Et donc, je vous invite encore une fois pour pour le prochain Forum des femmes qui sera le 18 novembre. Donc, je vous enverrai une invitation, comme d'habitude, à travers Facebook ou bien à travers email. Et puis aussi, cette session est enregistrée, donc vous aurez l'occasion de réécouter aussi. Donc, ça sera envoyé à chacun d'entre vous. Vous faites ce que vous voulez avec, enfin, pas ce que vous voulez, mais je veux dire, vous pouvez réécouter, mais aussi en groupe. C'est très intéressant et ça peut être aussi une possibilité de discuter sur le thème ou de se rencontrer autour de ce thème-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Victor. Et à tout bientôt, comme on dit. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.